À notre présentation hebdomadaire sur la glace, notre balado-diffusion qui célèbre aujourd'hui, croyez-le ou non, sa centième présentation. Ben oui, ça fait déjà 100 fois qu'on se retrouve comme ça de semaine en semaine, de semaine en semaine, oui, au cours des 4 dernières années. C'est un projet qui a vu le jour là, en 2017 et la première année, on avait fait 24 semaines. En 18-19, on en a fait 24. L'an passé, en raison de la pandémie, on s'était arrêté à 22. Mais on s'est repris cette année puisqu'on est rendu à notre 30e de la saison. Donc, des bonnes vieilles mathématiques, ça nous fait 100 balados-diffusion sur la glace. C'est quand même beaucoup. C'est un projet qui est intéressant, que j'aime bien comme ça, tous les lundis. Je regardais tantôt notre liste d'invités au cours de la dernière saison. On a reçu plus de 75 invités. On s'est promené, on a ratissé large. Hein? René Fazel, on est allé en Suisse, président de la Fédération internationale. On est allé à Val d'Or parler à Justin Robida, à Daniel Renault. On est allé du côté des États-Unis parler aux espoirs du Canadien, Sean Farrell notamment. On a parlé à Caden Goulet, premier choix de l'équipe. On a parlé au député Enrico Ciccone cette année. On a fait des recruteurs, on a fait des entraîneurs, des joueurs évidemment, des dirigeants d'équipe, des présidents d'équipe. Bref, c'est un peu ça sur la glace. Ça ratisse assez large et je pense qu'on s'amuse à chaque semaine. Et je vous remercie d'être là. Je reçois de bons commentaires. Et ce qui est le fun avec la web diffusion, c'est qu'on peut être n'importe où dans le monde et écouter la balado diffusion si on veut se tenir au courant de ce qui se passe là, dans le hockey de la LHJMQ, le hockey nord-américain. L'exemple que je donne souvent là, au championnat du monde de hockey junior de l'an dernier, on était en République tchèque et j'avais reçu un message d'un ancien joueur de la LHGMQ qui joue en Allemagne et qui m'a dit moi, quand je suis dans l'autobus, chaque semaine, j'écoute la balado-diffusion pour me tenir au courant. Alors, c'est ça qui est le fun, c'est ça qui n'existait pas avant lorsqu'on avait simplement les ondes radio. Mais bref, centième occasion aujourd'hui. Alors, merci à toute l'équipe d'être là à chaque fois. C'est pas une grosse équipe, mais c'est une équipe, je dirais, quand même assez efficace. Écoutez, pour cette centième aujourd'hui, qui est aussi la dernière de la saison, on va se revoir après ça en octobre prochain. Ben, j'ai pensé faire un genre d'émission qui va aller dans le sens du bilan. Alors, c'est pour ça qu'on va s'entretenir dans quelques instants avec Joël Bouchard, entraîneur-chef du Rocket de Laval, pour faire le bilan de la saison du Rocket. Et un peu plus tard, on va faire le bilan de ce qui s'est passé au hockey junior québécois avec Gilles Courteau et parler surtout des perspectives de l'avenir. Et vous allez voir, on va apprendre plein de choses là-dedans en rapport à la prochaine saison 2021-2022. J'ai fait ces entrevues-là un petit peu plus tôt aujourd'hui. Question de libérer là, les invités. J'aurais bien aimé les avoir là, en direct, mais on ne perd rien. C'est des entrevues qui sont toutes fraîches, qui ont été faites un peu plus tôt aujourd'hui. Comme on le fait à chaque semaine, on fait le bilan un peu de la dernière semaine du Rocket de Laval. C'est la première période creuse du Rocket de Laval durant la saison. Une victoire, 3 défaites au cours de la dernière semaine, tous des matchs contre les Marlies de Toronto. Et il y en a un dernier ce soir qui suscite énormément d'intérêt, tellement que RDS, qui ne devait pas présenter le match de ce soir au Centre Bell, ben, s'est ravisé et va offrir aux téléspectateurs, parce qu'on est à l'écoute, à compter de 19 heures, le dernier duel de la saison du Rocket de Laval contre les Marlies de Toronto. Pourquoi? Parce qu'il y aura 2 petits nouveaux dans l'uniforme du Rocket ce soir, le numéro 30, Carey Price, qui va venir jouer un match de remise en forme, et l'ailier droit, le numéro 17, Brandon Gallagher, qui va jouer un premier match dans la Ligue américaine depuis 2013, alors qu'il évoluait avec les Bulldogs d'Hamilton, lui aussi pour fin de remise en forme. Alors, Gallagher et Price dans l'alignement, ça a suscité de l'intérêt, évidemment, sur les médias sociaux depuis hier soir. Alors, RDS, c'est, comme on dit, viré sur un dissous et va présenter le match de ce soir. Alors, on sera là avec toute l'équipe dans des conditions un peu différentes. On va décrire le match en studio, mais vous ne perdrez rien à l'échange. Le problème, c'est que la plateforme qui nous servait de diffusion a été défaite après le match de samedi. On ne pensait pas de revenir en ondes ce soir, mais les circonstances font que vous ne perdrez rien à l'échange. On aura le match de ce soir à compter de 19 heures sur les ondes de RDS. Et déjà, Joël Bouchard a confirmé que Brandon Gallagher va jouer sur un trio accompagné de Jordan Wheel et de Raphaël Harvey-Pinard. Quelle belle expérience pour Raphaël Harvey-Pinard qui aura la chance de jouer sur le même trio que son idole. Il porte le numéro 11 en l'honneur de Brandon Gallagher. Il portait le numéro 11 à Rouyn-Noranda aussi en l'honneur de Brandon Gallagher. C'est son joueur préféré. Ce soir, il va avoir la chance de jouer sur le même trio que lui. Lui qui est souvent comparé. Et vous savez, là, Brandon Gallagher, c'est un joueur de petit gabarit, un choix de 5e ronde. Raphaël Harvey-Pinard, c'est un joueur de petit gabarit, un choix de 7e ronde.
On regarde les statistiques des deux à leurs 35 premiers matchs dans la Ligue américaine. C'est étrangement similaire. Après 35 matchs avec les Bulldogs d'Hamilton en 2012-2013, Brendan Gallagher avait 10 buts et 10 passes. Ben, après 35 matchs cette année avec le Rocket de Laval, Raphaël Harvey-Pinard a 9 buts et 11 passes. Donc 20 points les deux, le même genre de statistiques. Gallagher s'était amené par la suite avec le Canadien la saison même parce que c'était la fameuse saison du lockout. Alors, il n'y avait pas eu de hockey avant la période des fêtes. C'est ce qui avait permis à Gallagher de jouer. La seule différence, Gallagher avait 20 ans, Harvey Pinard a 21. Ils ont un an de différence. Mais les statistiques se ressemblent. Le style de jeu est similaire. Alors, je pense que c'est quelque chose qui peut encourager un jeune comme Raphaël Harvey-Pinard, là, qui a le même, comment je dirais, le même ADN de joueur que Brandon Gallagher. Le Rocket a 23 victoires, 8 défaites, 4 défaites en bris d'égalité, 50 points, va terminer deuxième au classement général derrière les Bears de Hershey. C'est dommage, on a mal terminé la saison. Le premier rang du classement général était accessible. Et ça ne sera pas le cas, mais il n'en demeure pas moins que c'est une saison spéciale, une saison qui va rester là, dans, je pense, l'histoire du club école du Canadien comme une des meilleures de tous les temps. Le collègue Jasmin Leroux présentait vendredi soir dans sa chronique lors du match sur nos ondes les meilleures saisons de tous les temps là, du club école du Canadien et la saison 2020-21 s'inscrit avantageusement là, dans cette liste de saisons où l'équipe aura eu le plus de succès. C'est malheureusement dommage. Il n'y a pas de séries éliminatoires. On ne sait pas ce que cette équipe-là aurait fait sur un calendrier de 76 matchs. Il n'y en aura que 36. C'est le 36e et dernier ce soir. Mais il en demeure pas moins, je pense qu'il faut souligner la saison, l'apport que les joueurs ont eu, le travail que Joël Bouchard a accompli avec Daniel Jacob, son entraîneur adjoint. On sait qu'en cours de route, ça n'a pas été simple. On a perdu Alexandre Burroughs, on a perdu à un certain moment Marco Marciano, l'entraîneur des gardiens de but aussi. Bref, une saison qui a eu des hauts et des bas, mais beaucoup plus de hauts. Et pour cette raison, j'ai choisi de m'entretenir. Question de faire le bilan de la saison avec l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Joël Bouchard. Voici l'entrevue qu'on a réalisée un petit peu plus tôt aujourd'hui. Alors, je vous en parlais un petit peu plus tôt. Notre invité, c'est l'entraîneur-chef Joël Bouchard du Rocket de Laval. Écoute, je ne peux pas commencer cette entrevue-là sans te parler de ce qui va se passer ce soir. C'est le genre de situation, on aurait été à la Place Belle ce soir à Laval, il y aurait eu 10 000 personnes pour venir voir Carey Price dans la Ligue américaine pour la première fois en 12 ans et Brendan Gallagher. Comment tu réagis face à ça? Là? Ben écoute, c'était quelque chose que j'avais comme pensé un peu dans l'arrière de ma tête il y a quelques semaines parce que je me disais, je regardais l'horaire du Canadien, s'il était pas capable de revenir avant le dernier match, éventuellement, les gars doivent jouer dans un match, puis c'est deux compétiteurs avec une bonne attitude. Donc, c'est sûr que ça tombe à un bon moment pour nous autres, là, Steph, parce que j'ai surtaxé les gars beaucoup dans les derniers jours. On est sur 5e match en 7 soirs avec un voyage, puis j'ai joué souvent à 9 et 10 attaquants. Fait que je pense que ça va donner un petit boost aux gars là, déjà ce matin. C'est notre dernier match de l'année. On sait qu'on n'a pas de séries éliminatoires. Les gars ont été tellement extraordinaires que je pense que c'est quasiment un beau cadeau pour les joueurs aussi là, d'avoir la chance de vivre ça. Quand on regarde la saison du Rocket, 35 matchs de jouer, vous avez été premier toute l'année, vous avez donné, dès le départ, on sentait que cette équipe-là était prête à accomplir quelque chose de bien. Cette année, on ne savait pas à ce moment-là où on s'en irait avec ça, mais tu dois être particulièrement heureux des derniers mois. Là. Tu ne peux pas demander grand-chose de plus, même si tu le dis là, qu'en ce moment, on pompe un peu l'huile et on a une séquence un petit peu moins heureuse. Là. Mais ouais, mais c'est pas les performances qui sont... Tu sais, pour vrai, Steph, là, je suis dur avec les joueurs, je suis demandant. Quand se passe, c'est bon, tu sais, je vais le dire, puis je ne me cacherai pas. Tu sais, je pense qu'on pourrait être 28-3, sérieusement, là, puis j'exagère pas, là. Tu sais, je regarde jamais les analytiques, jamais, parce que je fais mes propres analytiques à l'interne, puis je les ai regardés ce matin, puis je suis tombé à terre, là. Tu sais, comment on est premier dans quasiment toutes les catégories. Tu peux pas, de toute la Ligue américaine, je pense que c'est une année spéciale. C'est un groupe spécial, les joueurs me l'ont dit, puis je suis d'accord avec tout ce qu'on a vécu comme adversité. Comment j'ai été obligé de parler avec les vétérans. On a eu trop de joueurs, on n'a pas eu assez, ça a été, puis les performances sont restées très bonnes. Je trouve que les gardiens de but de l'autre équipe ont volé quelques matchs qui vont arriver d'une saison. C'est correct aussi, là, ça fait partie de la game, mais même si tu regardes le record, je pense que les gars méritent mieux que ça. Puis on est 23-8, tu sais. Des efforts, des ajustements, c'est tous les joueurs. Là, nous autres, moi et Dan, combien de fois on a dit comment on était chanceux, qu'on est chanceux de les avoir. C'est plate parce que tu as raison, il n'y a pas de série. C'est une demi-saison.
Puis tu te dis, crème, ce groupe-là aurait pu créer quelque chose de spécial parce que c'est pas 3 matchs. Là. C'est quand même 36 là, qu'on va jouer. Ce soir, je suis même pas inquiète qu'ils vont encore se donner. Là. Ils l'ont fait toute l'année, tous les entraînements. Fait que j'ai même pas d'inquiétude. Même le résultat sera ce qui sera ce soir. Fait que c'est un groupe spécial dans une année spéciale. Puis en tant que coach, j'ai eu des bonnes équipes avec beaucoup de caractère qui ont créé de la surprise et tout ça. Mais dans le professionnel, ça, c'est un groupe qu'on travaille avec depuis 3 ans. Puis je ne peux pas être plus fier que ça que les gars. J'étais un peu estomaqué ce matin quand j'ai vu comment on avait performé. Même. Je le voyais, je le sentais, je sens maman, mais quand je le regarde avec un peu de recul là, ce matin, c'est impressionnant. L'adversité d'avoir perdu Alexandre Burroughs en cours de route aussi, d'avoir été, comme tu dis, des fois trop de joueurs, pas assez de joueurs. Vous avez eu Marco Marciano qui est parti à un certain moment. Vous étiez, vous avez le voyage à Winnipeg puis à Calgary là, contre Stockton. C'était beaucoup en peu de temps. Tu as eu des rappels dans la Ligue nationale pendant ce temps-là. Ouais. Y a-tu un moment où tu t'es dit, on passera pas à travers? Ou... Je me suis pas dit ça parce que j'ai senti engagé, mais des fois, je me disais, le nombre de fois que j'ai dit avant le match, j'ai dit, à soir, Dan, elle va être tough. Puis on finissait le match, puis elle était tough, mais on était encore la meilleure équipe sur la glace. Je sais pas, il n'y a aucun match qu'on s'est fait dominer. Ça va arriver d'une année que tu vas te faire dominer. Là, à un moment donné, surtout que des fois, je jouais à quasiment pas de joueurs. Là, tu te dis, on tirait de l'arrière, on réussit à revenir. C'est ça que je pense qui est le plus impressionnant, c'est que à un moment donné, tu te fais faire des jambettes parce que c'est la Ligue américaine. C'est pas parce qu'ils veulent le faire, c'est ça. Tu as des blessés, tu as des call-ups, tu as des. Tu sais, juste cette semaine, là, Ilonen puis Ouellet sortent d'une auto, vont jouer, les gars reviennent, puis ils réussissent à nous en donner pareil. Fait que tu sais, j'ai jamais dit. Je suis pas un gars d'excuses à la base, là. J'ai jamais dit mais j'avoue que je veux tellement donner crédit aux joueurs aujourd'hui parce que Steph. T'sais, pour les gens qui regardent, là, ils pensent que c'est facile. Là. C'est pas facile là, ce qu'ils ont réalisé à date. Là, puis j'avais une rencontre avec Joe Blandesi, là, puis il me regardait, puis il était émotif. Là. Il m'a dit, coach, c'est special. T'as raison. Si nous autres, on l'a vécu à l'interne, là, on ne retrouvera pas ça souvent, là, des groupes comme ça. Là, je regardais ma liste. Tu dis on pourrait être 28-3. Moi, le match, je pense que vous avez été le moins bon, c'est le 8 mars. C'est le premier match à la route à Belleville. Vous avez perdu 3-0. Vous avez eu 17 tirs au but. C'est peut-être la seule fois. Quand je me rappelle, je me suis dit, bon, il commence à jouer sur la route, ça va aller mal. Mais après ça n'a pas été mal du tout sur la route. Là, mais quand c'était le premier de l'année, tu sais. Là, écoute, les chances de marquer tous les soirs... Moi, j'ai pas un soir qu'on en a moins, là. Même ce match-là, pour être frère. T'as pas un bon match, tu as raison. Là. À la fin, on a pris 3 poteaux ce match-là. Puis je trouvais qu'on avait conduit direct au match. On était un petit peu rouillés. Je donne crédit vraiment aux gars parce que les ajustements qu'on a pu faire de match en match, des combinaisons de trio. Puis là, dernièrement, on a perdu beaucoup de bons joueurs aussi, là, ce qui est correct. Ça fait partie de la game, tu vas me dire. Là, mais on a surtaxé des gars. Fait que, faut le choix. J'ai toujours dit que je vais être transparent comme coach. La journée, je ne le serai pas, je vais faire d'autres choses. La journée, je n'aimerais pas mes joueurs, je vais faire d'autres choses. Puis, tu sais, faut que. Je sais que c'est pas de série, c'est plate, là, mais nous autres, on a une constance qui doit être remarquée pour les joueurs. Là, puis ils ont appris beaucoup cette année. Là. Es-tu capable, je ne sais pas si tu vas vouloir aller là, es-tu capable, à part le gars qui faisait un test de COVID à tous les jours, de me nommer un MVP dans ton équipe? Les vétérans. Les vétérans. Ouais. Non, mais c'est ça. Tu sais, Steph, en partage, je leur dis tu vas jouer un match sur 2. Il faut que je fasse jouer des jeunes. Puis l'attitude, puis les entraînements, puis 2 pratiques par jour. Tu sais, on faisait 2 pratiques par jour, Dan, puis moi, puis Alex, là, au début. Puis tu sais, Dan, Jacob, je le surnomme Danimal, mais tu sais, c'est une machine. Là. On était à 2 coachs avec 30 quelques joueurs à un moment donné. Marco n'était même pas là. J'étais coach des goalers à un moment donné avec Nevin Primo qui ont été extraordinaires avec Demchemkov de nous dire quel drill qu'il voulait parce qu'à cause de la bulle, on ne pouvait pas rentrer Maxime Vaillancourt. Mais Maxime est venu nous aider finalement pour le voyage dans l'Ouest. On était 2 semaines avec pas de coach et gardien de but. Puis les gardiens continuent à performer. Fait que tu sais, c'est les gars qui se sont restés comme focus. À travers cette espèce de bruit-là, ils ont resté très focus. Fait que je dirais que les vétérans, pour moi, tu sais, Jordan Wheel, pour nommer lui, mais c'est parce que c'est lui qui était le plus peut-être NHL de toute la gang, là, tu sais, là, qui avait joué le plus. Puis il m'a dit en début d'année, dis-moi, coach, là, tu vas avoir aucun problème avec moi. Il m'a dit ça. Puis tu peux faire ce que tu veux. Puis tu vas avoir aucun problème avec moi. Puis il m'a dit c'est un gars de parole. Parce que j'ai pas eu pas de problème avec.
Il nous en a donné. Puis lui, c'est un autre ça, qui n'est peut-être pas récompensé autant dans les statistiques, là, ce qu'il a apporté pour l'équipe. Là. Son attitude, il a joué avec des jeunes toute l'année, des recrues. Attitude extraordinaire. Encourager les jeunes. C'est spécial d'avoir des vétérans comme ça. Puis ça fait juste encore te montrer, Steph, que quand tu bâtis quelque chose, un programme, que je disais depuis 3 ans, je dis un programme avec une attitude, avec des bons gars, des gars travaillants, bien à la fin, tu vas avoir des résultats. Les vétérans, tu as raison, mais tu as des bonnes recrues qui ont beaucoup progressé. Teasdale, Harvey Pinard, Ilonen. Paling, c'est pas une recrue, mais ça l'était un peu quand même d'une certaine façon. Ces gars-là ont vraiment steppé. Puis je pense que c'est encourageant pour le Canadien. Là, on a tellement entendu longtemps, il n'y en a pas de relève à Laval. Là, Puis tu sais, Caden a vécu des choses qui sont importantes, mais avant qu'il soit à plan national, on peut dire qu'il était les meilleurs gardiens de but de la Ligue américaine. Là. Puis c'est un deuxième année, puis c'est un 99 qui est pas qui est tard quand même. Là. Il avait juste 21 ans. Tu as raison. On a eu Goulet qui est arrivé en début d'année, qui a joué juste un match malheureusement, qui avait bien fait. Le jeune Maïsak qui a 18 ans. C'est sûr que des fois, c'est roller coaster, mais il a 18 ans. Il est incroyable, le jeune. Là, il absorbe, c'est une éponge. Tu as raison que les jeunes ont bien fait ça. Josh steppé up quand on lui a demandé vraiment un déclic cette année. Josh Brook à plein de niveaux. Fait que les jeunes, je l'avais dit en début d'année, par exemple, Stéphane, que les jeunes, vous allez faire un saut un peu. Puis je sais que Teasdale, ça a été plus long un peu. Puis il n'a pas joué pendant 21 mois. J'avais aucun doute. Là. Moi, j'en avais 0. Là. Puis je sais que là, ça nous fait le cœur, l'organisation, là, d'avoir un gars comme Joël qui se blesse encore à son genou. Là. C'est tellement difficile parce que c'est un jeune qui amenait beaucoup. Mais je le savais qu'il était capable de jouer. Puis je le savais, non seulement qu'il était capable de jouer, que j'étais capable de les pousser, que j'étais capable de mettre la barre plus haute, puis de les challenger, puis de stepper up, puis de suivre les vétérans comme on parlait tantôt. Fait que c'est des bons kids, travaillent fort, puis ils sont pas parfaits, mais il faut leur donner crédit. Là. Toi, personnellement, comme coach, as-tu beaucoup progressé? Mais c'est un cheminement de 3 ans, Steph. Ouais. Cette année, le monde va dire hey, ça doit être tough coacher cette année. Je ne veux pas minimiser, honnêtement. C'est facile. Là. Même avec Dan à 2, là, c'est un groupe extraordinaire. Le travail, Steph, il était fait la première année. Là, ça a été. Tu me demandes, Joël, ta job de coach. Là, pour moi, la première année, Steph, avec toute transparence, là, puis avec tout le respect que j'ai, là, je peux pas croire qu'on était bon de même. Je vais être bien franc que toi. Là. Je le sais que le record, tu vas dire, vous étiez une coupe de game en bas de 500. Là. Pour nous autres, là, on regardait le match là, avec Alex Burrows avant un match. Là, on finissait, on disait, on a bien joué, on manquait de potentiel. C'était la réalité, nos performances. Mais je trouve que c'est cette première année-là qu'on a inculqué peut-être. Puis ça a été tough. Puis la deuxième année aussi. Puis on a eu des hard lessons. Puis j'ai toujours stické to my gun, to my belief. Qu'est-ce que je pense. Quand je suis arrivé cette année, en dedans, dans mon gut, là, je me disais... Ça a payé. C'était tough, là, les deux premières années. Ben, peut-être pas la deuxième moitié de l'année passée. L'année passée, on a passé 92 joueurs en 2 ans, Steph. Mais on était capable de garder les bons, puis les bons embarqués. Puis c'est les résultats du programme. Je l'ai dit depuis le début. Amazon, là, ça marche pas. Là. Tu ne peux pas commander un programme par Amazon. Puis tu peux le perdre demain. Ça a pris 3 ans de prendre les bons morceaux, de les travailler, de les améliorer, d'impliquer une culture de jeu. Steph, j'ai besoin de rien dire à cette heure. Là. Mes meetings, là, j'ai écrit more of the same parce que les gars le savent, ils sont sur la même page. Puis c'est crédit aux joueurs qui buy-in. J'ai juste besoin de dire 2-3 mots sur le banc, des trigger names, là, des mots que j'ai créés avec eux autres, puis ils savent, puis ça part. Fait que la job, dans le COVID, ce qu'on a fait réaliser, c'est de où on partait. C'était tough. Mais je chauffais souvent la première année, c'était m'en aller à la maison, là, on perdait. Là, puis je sais, on disait, le Rocket a perdu. Je disais, maintenant, on est sur la track. Là. On est sur la track. Oui, OK, vous voyez qu'on perd au résultat. Mais moi, je savais que ça, la glace qu'on faisait, c'était impressionnant avec le groupe qu'on avait. T'sais. Puis là, je pense que c'est plus, dans la vie, tu récoltes ce que tu sèmes. Puis je pense que cette année, malheureusement, c'est l'année de la COVID. Là, c'est plate. Ouais. Mais je pense que là, les joueurs ont récolté cette année avec ce qu'ils ont pu gérer, ce qu'ils ont semé les premières années. Dernière question, tu es confiant d'être capable de reprendre ça là, en septembre quand ça va repartir? Oui, ben tu sais, il y a beaucoup de. La Ligue américaine, Steph, malheureusement. Changement, oui. Tu contrôles rien. Tu coaches avec des menottes souvent. J'ai pas tout le temps. C'est la réalité. C'est pas de la faute à personne. C'est comme ça. Là. Fait que, je te dirais qu'il y a tellement de variables. C'est pour ça que c'était un petit peu. Quand je parlais avec Joe, Dan Daisy, il me disait que c'est un groupe spécial. Puis c'est pas comme la Ligue nationale. La Ligue nationale ou même le junior, Steph, tu forges tes équipes.
de la dynamique. Je regardais Tampa hier, ils ont une dynamique qu'ils ont bâtie à travers les années. Moi, je suis un gars de même, je suis un gars qui bâtit à travers c'est ma façon de faire. Là, la Ligue américaine bâtie, là, ce qu'on a pu faire, là, c'est pas facile. Là. 92 joueurs en 2 ans avant cette année, Steph, tu peux-tu penser comment avant un game, c'est avec un tableau, puis quand on sait que les matchs sont tellement serrés, c'est le challenge de la Ligue américaine pour tous les entraîneurs. C'est une ligue qui est tough. Tout le monde a dit que c'est la ligue la plus tough à coacher, puis c'est un peu à cause de ça. C'est pas comme les ligues normales. Un junior, tu pars l'année d'après, tu rentres 2-3 jeunes joueurs, tu as tes vétérans, tu fais une couple de transactions. La Ligue américaine, tu contrôles ce que tu peux contrôler. Je pense que tu peux faire la meilleure job que tu peux faire et te donner une chance. Là. Ça, c'est important. On a une responsabilité, nous autres aussi, de le faire. Là. Mais je n'irai pas jusqu'en septembre. Là, c'est trop tôt. Là. Félicitations, Joël. Merci beaucoup pour ta collaboration. Ça a été le fun de suivre votre équipe malgré tout cette année. Ouais. C'est bien gentil. Crédit aux joueurs, encore une fois, là, qui ont été. On ne devait pas le faire le match de ce soir, mais il y a eu des beaux cadeaux. Des nouvelles qui ont fait que finalement, on va présenter le match ce soir en direct. Désolé, il fallait que tu travailles une journée de plus. Pas de problème. Hey, merci beaucoup, Joël. Salut. Alors voilà l'entraîneur-chef Joël Bouchard. Quelle saison son équipe a connue. Et oui, on va travailler une journée de plus, mais vous savez quoi? On est bien content. Et on est content de faire plaisir aux téléspectateurs et à tous les partisans du Canadien qui auront sûrement une curiosité de voir Carey Price et de voir Brendan Gallagher. Je vérifiais Brendan Gallagher, son dernier match dans la Ligue américaine. Il faut remonter au 11 janvier 2013. Alors, on parle de plus de 8 ans. Il avait joué 36 matchs au début de cette saison-là. Et dans le cas de Carey Price, c'est lors de la saison 2007-2008, on l'avait retourné pour une dizaine de matchs. Il avait gagné la Coupe Calder avec les Bulldogs d'Hamilton en jouant 22 matchs lors de la saison, en fait, du printemps 2007, après qu'il eût été éliminé avec son équipe junior de Tri-City. Et lors de la saison 2007-2008, il avait joué 10 matchs avec les Bulldogs et 41 avec le Canadien. Ça a été sa dernière présence en carrière dans la Ligue américaine, Carey Price. 7 victoires et 5 défaites en saison régulière, une moyenne de 2,49. Mais 22 matchs en série, 15 victoires, 6 défaites, moyenne de 2,06 et une bague de la Coupe Calder. Ça se passait il y a 14 ans de tout ça. Alors, les deux vont revenir ce soir dans la Ligue américaine le temps d'un match. Et comme Joël Bouchard le mentionnait en début d'entrevue, il en a parlé dans son point de presse aussi ce matin, c'est une belle récompense pour les joueurs de son équipe qui ont eu la chance, qui ont passé à travers une saison difficile et qui auront la chance de côtoyer et Price et Brendan Gallagher ce soir. Pour terminer notre segment sur la Ligue américaine, Connor McMichael, recrue d'âge junior, 2 buts, 4 passes et 6 points en 2 matchs avec les Bears d'Hershey. C'est le joueur par excellence de la dernière semaine dans la Ligue américaine. On va passer maintenant, comme on le fait à chaque semaine également, à notre segment sur la Ligue de hockey junior major du Québec. On va vous présenter un petit peu plus tard l'entrevue avec le commissaire Gilles Courteau qui va un petit peu faire le bilan de la saison 2020-21 et surtout se tourner vers l'avenir. Je pense que c'est ça qui est intéressant et je vous rappelle qu'on va apprendre plein de choses. Faut revenir sur les séries quarts de finale qui se sont terminées la semaine dernière. Il y a eu 3 balayages sur 4 en série. Chicoutimi a balayé Québec en 3 matchs. Charlottetown a fait de même avec Bathurst en 3 matchs. Les Foreurs de Val-d'Or ont fait de même avec l'Océanique de Rimouski. 3 matchs, 3 victoires. La seule série qui est allée à 5 matchs, et on l'avait un peu prévu dans nos prédictions de début de série, les Tigres de Victoriaville qui ont eu besoin de 5 matchs pour éliminer l'Armada de Blainville-Boisbriand. L'Armada avait gagné le premier match, a gagné le 4e pour forcer une présentation d'un match numéro 5. Mais les Tigres ont sorti en Lyon, c'est le cas de le dire, samedi, 4 buts dès la première période en route vers un gain de 9-3 pour s'assurer d'une place dans le carré d'as. Et là, on retrouve un carré d'as qui implique les Tigres de Victoriaville qui vont affronter les Islanders de Charlottetown. Ce sera le premier match de la saison entre une équipe du Québec et une équipe des Maritimes. On n'a pas eu ça cette année. On sait que les équipes des Maritimes ont resté dans leur coin de pays tout au long de la saison en raison de la pandémie. Et l'autre match, l'autre série, ce sera très intéressant. Les Foreurs de Val-d'Or contre les Saguenay de Chicoutimi. 2 équipes qui, même si elles étaient toutes les deux en sol québécois cette année, on ne s'est pas affronté là, du côté de Val-d'Or et Chicoutimi. À un certain moment, ça devait arriver. Puis là, il y a eu une éclosion de COVID et finalement, on n'a pas pu jouer contre les Saguenayens. Alors, ils vont se voir pour la première fois. Et ce sont 2 équipes qui sont à maturité. D'ailleurs, Victoriaville aussi est une des équipes à maturité. Quand on regarde, c'est toujours intéressant de suivre ça. Les gens qui suivent le hockey junior comprennent ce que ça veut dire là, lorsqu'on regarde les moyennes d'âge. Mais des fois, la différence entre un joueur de
de 17 ans et 19 ans, pour le commun des mortels, c'est pas une grosse différence. Mais quand on regarde le tableau des équipes les plus âgées dans le circuit, là, ben, Val-d'Or est au premier rang avec 18,56 de moyenne, Chicoutimi 18,50. Alors, ce duel met en présence les deux équipes avec la moyenne d'âge la plus élevée. Il y a 12 joueurs de 19 ans chez les Foreurs et il y en a 11 chez les Saguenayens. Et quand tu regardes par la suite, la troisième équipe la plus âgée, les Tigres de Victoriaville, et Charlottetown est au cinquième rang derrière Blainville avec 18,25. Alors, dans le carré d'as, 4 des 5 équipes avec la moyenne d'âge la plus élevée. Et ça, on voit ça extrêmement souvent au hockey junior. C'est la force des choses un peu, c'est l'expérience. Et c'est ce qu'on va avoir donc à compter de ce soir, puisque la série Val-d'Or-Chicoutimi se met en marche ce soir. Victoriaville-Charlottetown, ça va commencer demain. Et ça promet. Mes prédictions sont en ligne sur le rds.ca. Je choisis les Foreurs de Val-d'Or en 4 matchs. C'est une série 3 de 5 encore une fois. Donc, je pense que les Saguenayens vont réussir à gagner un match. Ça va être une série serrée. Les deux équipes se présentent dans ce duel avec 6 victoires et aucune défaite. Et les Foreurs avaient aussi gagné leurs 8 derniers matchs en saison. Donc, les Foreurs, là, c'est 14 victoires de suite. Je pense que les Foreurs ont un petit peu plus de profondeur que les Saguenayens, mais ce ne sera pas facile. L'autre série, Victoriaville-Charlottetown, j'avoue que j'ai été très embêté. On ne peut pas mettre de côté la fiche des Islanders de Charlottetown en saison régulière, 35 victoires, 5 défaites. Mais il en demeure pas moins qu'on a joué beaucoup contre les mêmes formations. Et autant Charlottetown a un trio explosif là, avec Thomas Casey, avec Brett Budgell, avec Cédric Desruisseaux. Je pense que les Tigres sont bâtis pour gagner en série. En tout cas, peut-être pas aller jusqu'au bout, gagner la Coupe du Président. On verra s'ils atteignent la finale. Mais les Tigres sont gros physiquement, avec les Tardifs, avec les Sean Elliman. On est allé chercher un Alex Bocage, un Alex Arsenault qui ont l'expérience des séries éliminatoires. Alors, je choisis les Tigres de Victoriaville en 5 matchs. Je ne sais pas si, encore une fois, ça va se rendre jusqu'à la limite. Mais je vois donc une finale entre, comme j'appelle souvent, les deux V, Victoriaville et Val-d'Or. Ça a mieux été en deuxième ronde, les prédictions. J'ai eu un 4 en 4. Ça avait été moins bien en première ronde avec un 3 en 6. On va voir cette fois-ci. Donc, les Foreurs en 4, les Tigres en 5. Mais ça peut aussi bien être Charlotte. Ça peut aussi bien être les deux C. Là, je dis les deux V et à la fin, on va peut-être se retrouver avec les deux C en finale, Charlottetown et Chicoutimi. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on parle de hockey de séries éliminatoires à la fin du mois de mai. On veut donner la Coupe du Président d'ici au 10 juin. Et je pense que ça aussi, c'est tout à l'honneur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec là, d'avoir organisé tous ces événements-là, tous ces environnements protégés, des bulles, comme on a appelé souvent. Alors, voilà donc pour les séries éliminatoires. Alex Bocage, justement, des Tigres de Victoriaville, a été choisi le joueur de la dernière semaine, 9 points en 4 matchs. Il a fait mal à l'Armada de Blainville-Boisbriand. C'est un gars qui n'avait pas joué la ronde précédente. Il y avait eu un cas de COVID tout près de lui. Il avait dû être mis en isolement. Mais il s'est drôlement repris dans cette série-là. Il est un espoir de l'Avalanche du Colorado. Alors, Alex Bocage, donc le joueur de la dernière semaine. Avant de vous présenter l'entrevue avec Gilles Courteau, il faut que je vous parle de la loterie de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a été présentée. On a fait le tirage lundi dernier en fin d'après-midi et le gagnant du premier choix au repêchage a été connu mardi dernier sous le coup de 17 heures. J'ai fait partie des observateurs de cette loterie qui a été tenue par visioconférence. Moi et 2 collègues journalistes, Alexandre Pratt de la presse et Kevin Dubé du Journal de Québec, pour ne pas les nommer, on était les observateurs de cette loterie. Question d'être assuré que tout se fasse dans les règles de l'art. Et encore une fois, l'équipe qui possédait le plus grand chance de l'emporter, 43 soit le Drakkar de Bécomo, qui avait 9 balles de ping-pong là, sur 21 dans l'espèce de boulier, parce que c'est comme ça qu'on fait ça, n'a pas gagné. Ça ne sert à rien. Ça fait 5 ans là, qu'on fait la loterie à 5 équipes et aucune fois encore l'équipe qui avait 43 des chances de l'emporter n'a gagné. Et si on monte plus loin dans l'histoire, avant ça, il y avait des loteries à 2 équipes ou à 3 équipes là, depuis 2004 qu'on a parti ce format-là. Seulement 2 fois, l'équipe qui avait le plus de chances de l'emporter l'a finalement emporté. En fait, seulement 2 fois, je vais réviser ma phrase, seulement 2 fois l'équipe qui avait terminé en dernière position. Parce que plusieurs années, c'était 50-50. C'était les 2 équipes qui n'avaient pas participé aux séries, avaient 50 des chances de l'emporter. Et c'était plus souvent qu'autrement la 17e qui gagnait au détriment de la 18e. Alors, il semble avoir un mauvais sort sur l'équipe qui termine au dernier rang.
Toujours est-il que le Drakkar de Bécomo a dû donc glisser du premier au troisième rang en vue de la séance de sélection des joueurs midget. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, ben, c'est le Phoenix de Sherbrooke qui, avec seulement 3 boules sur les 21 dans le boulier, donc 14 des chances, a été choisi par le hasard pour remporter donc cette loterie. Donc, le Phoenix de Sherbrooke va parler au premier rang. Et Eagles du Cap-Breton, qui avait terminé 17e et qui, eux, avaient 6 chances sur 21 de gagner le premier tirage, vont finalement gagner le deuxième tirage parce que lorsque le tirage de Sherbrooke a été fait, on a enlevé les 3 balles de Sherbrooke. Donc, il restait encore 18 balles dans le boulier. Il y en avait 9 du Drakkar, donc 50 des chances de gagner le deuxième tirage. Il y en avait 6 des Eagles. Et ce sont les Eagles qui ont été choisis. Donc, les Eagles demeurent au deuxième rang du repêchage. Et le Drakkar, ben là, on n'a pas fait de tirage tout de suite pour le Drakkar parce que le règlement dit que tu ne peux pas descendre de plus que 2 rangs. Alors, dans le cas du Drakkar, on a enlevé les 9 balles et ils sont devenus officiellement les détenteurs du troisième choix. Et là, il restait à régler le quatrième et le cinquième choix entre les Remparts de Québec et les Moussets d'Halifax. Les Remparts avaient 2 chances sur 3, les Moussets une chance, et ce sont les Remparts qui ont gagné. Donc, les Remparts vont parler au quatrième rang et Halifax va demeurer cinquième. Bref, le seul changement, c'est Bécomo-Sherbrooke qui inverse du troisième au premier rang. Ça nous amène également à parler. On a publié la liste des meilleurs espoirs midget de la dernière année et ça, c'est pas évident à produire cette année en raison de la pandémie. Les joueurs midget qui n'ont pas joué beaucoup cette année. On a sorti une liste alphabétique la semaine dernière. Je vais vous épargner tous les noms qui sont là-dessus. Il y en a 18. Mais ce qu'on semble retenir, ce qui semble faire un consensus, c'est que les espoirs les plus prisés sont Ethan Gauthier, un joueur de centre qui aurait dû normalement s'aligner avec les cantonniers de Magog cette année, qui semble être l'espoir numéro 1 et qui pourrait très bien se retrouver comme premier choix du Phoenix de Sherbrooke en 2021. Il est le fils de notre collègue Denis Gauthier à RDS, son fils le plus jeune. Il y en a déjà un qui joue avec les Voltigeurs de Drummondville comme défenseur. Alors, dans le cas d'Eaton, c'est un joueur de centre. Et celui qu'on considère pas mal comme le deuxième meilleur espoir, c'est un gars des Maritimes. Il s'appelle Tyler Peddle. Et cette année, il a joué à l'école secondaire Shattuck, très réputée au Minnesota, l'alma mater de Sidney Crosby notamment. Plusieurs grands joueurs qui ont passé par cette école secondaire. Tyler Peddle, donc, pourrait peut-être devenir la sélection des Eagles du Cap-Breton au deuxième rang. Il y a des rumeurs qui disent qu'il aimerait bien jouer avec les Moussets d'Halifax. Est-ce qu'il y aura une transaction? Halifax, qui est présentement quatrième, est-ce qu'on pourrait parler avec le Cap-Breton pour faire une transaction? J'ai dit quatrième, dans le cas d'Halifax, c'est bel et bien cinquième. C'est possible. Donc, Ethan Gauthier, Tyler Peddle sont, semble-t-il, les 2 premiers espoirs en ordre numérique. Mais ça, c'est au dire de conversations glanées à gauche et à droite. Il n'y a pas de liste officielle qui a été publiée par la LHGMQ. La seule liste qui a été publiée, c'en est une par ordre alphabétique de ce qui est considéré comme la première ronde potentielle de cette séance de sélection, qui, rappelons-le, sera tenue en virtuel les 25 et 26 juin prochains. Et c'est là qu'on va connaître donc qui sera le premier choix. Sherbrooke a eu le premier choix à son entrée dans la Ligue en 2011-2012. On avait choisi Daniel Audette, qui était le fils de Donald Audette, l'ancien joueur de la Ligue nationale. Alors, est-ce que 9 ans plus tard, on pourrait répéter et choisir à nouveau le fils d'un ancien joueur de la Ligue nationale, Ethan Gauthier? C'est à suivre, mais c'est une loterie donc qui a fait jaser cette semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je vous en avais parlé, c'est le temps de vous la présenter maintenant, l'entrevue avec le commissaire Gilles Courteau. Ça dure une vingtaine de minutes. On a passé plusieurs sujets, dont la saison 21-22, la prochaine Coupe Memorial qui aura lieu en sol québécois et comment les choses vont se dérouler. Alors, voici cet entretien qu'on a réalisé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Je vous en parlais en début d'émission pour la dernière de la saison. Je voulais absolument avoir le commissaire de la Ligue junior majeure du Québec, Gilles Courteau, avec nous. Gilles, merci d'être là. Saison qu'on va se rappeler toute notre vie, je pense. Puis moi, je l'ai dit souvent, en tout cas, j'ai levé mon chapeau à plusieurs fois aux propriétaires de l'équipe, aux dirigeants de la Ligue, d'avoir réussi à jouer 307 matchs en saison, d'avoir réussi à faire des séries éliminatoires et à avoir une Coupe du Président là, d'ici probablement les 2-3 prochaines semaines. C'est merveilleux ce que vous avez fait. Là. Ah oui, non, c'est un accomplissement extraordinaire. Moi, de mon côté, je l'ai répété très souvent. En plus des gens du bureau du commissaire qui ont travaillé là, de façon exceptionnelle tout au long de la saison pour permettre d'avoir une saison, je pense qu'il y a un mérite sans borne qui revient aux joueurs et aux dirigeants d'équipe d'avoir été disciplinés comme ils l'ont été tout au long de la saison.
c'est des adolescents de 16 à 20 ans. Là, puis ils ont été en isolement pratiquement toute l'année, à partir du mois de novembre, là, dans notre premier environnement protégé qu'on a eu à Québec. Puis après ça, c'était comme ça toute la saison. Chapeau à eux d'avoir été disciplinés comme ça. Puis aux dirigeants d'équipe qui ont maintenu ce rythme-là, qui ont été capables de maintenir les joueurs comme ça. Il y a un mérite extraordinaire qui leur revient également. Quelles séquelles il va rester de tout ça, Gilles? Il va avoir des séquelles, qu'on le veuille ou non. Là. Vous y avez déjà pensé, j'imagine? Bien, les séquelles qu'on va avoir, Stéphane, c'est sûr qu'il va y avoir des séquelles financières. Là. On ne comptera pas d'histoire par rapport à ça. Là. Il va avoir ça et il va avoir également tout ce qui va avoir engendré cette saison-là là, dans le contexte là, dans lequel on a évolué toute l'année. D'un côté, on pourrait dire qu'il pourrait avoir, à part de la séquelle financière là, que les équipes vont avoir eu, je pense qu'il va y avoir plus de positifs qu'il va y avoir eu de négatifs. Dans un premier temps, là, je pense que pour les joueurs, là, ça va être une expérience qui va leur servir pour des années à venir sur la résilience que ces gars-là ont eue durant toute la saison, d'être disciplinés comme ils l'ont été pour pouvoir jouer au hockey. Puis ce qui nous a aidés, Stéphane, ça a été malheureux pour d'autres ligues, là, mais ce qui nous a aidés, c'est que quand il y avait des joueurs qui avaient des problèmes, là, puis qui pouvaient trouver ça difficile, puis on joue pas, c'est reporté, non, la veille d'un match, non, on joue pas, être sur la glace pour un match. Là, à Rimouski, oui. À Rimouski, boum, juste avant que l'hymne national débute, on annule le match, puis on le reporte à une autre date. Quand ces joueurs-là avaient à subir ça, ce qui nous aidait, c'était leur ami qui ne jouait pas junior majeur, qui était dans d'autres ligues, puis qui ne pouvait pas jouer. Ouais. Ça, quand ils leur parlaient, ça, eux autres, ils devaient leur dire, écoute, t'es chanceux, c'est sûr que c'est pas facile ce que vous vivez, mais au moins vous jouez. Ça nous a aidé, ça a aidé les joueurs de ce côté-là. Puis, tout ça mis ensemble là, va avoir fait en sorte que ça va être à la fin des activités, comme je dis, peut-être pas pour dans 1 an ou 2, là, mais dans 5 ou 10 ans d'ici, là, ces joueurs-là vont avoir vécu cette expérience-là, puis ça va définitivement les aider. Au niveau du développement, on a réussi quand même à jouer des matchs, mais certains disent qu'on a perdu du temps. Autant là, pour le repêchage junior qui s'en vient, des joueurs midget, ça ne sera pas évident, autant les joueurs qui sont là en ce moment versus la Ligue nationale. Ouais, effectivement, que c'est un contexte qui ne sera pas facile, puis c'est un méchant casse-tête pour nos équipes. Pour la séance de sélection qui va venir au niveau des joueurs midget qui n'ont pas joué de l'année puis qu'ils ont vu seulement dans les pratiques ou sur des vidéos. Ça, c'est un point. La séance de sélection de la Ligue nationale, ça va être également un beau casse-tête pour les équipes de la Ligue nationale. Il va y avoir beaucoup de hasard. Puis, je pense que les gens vont il va y avoir des joueurs qui vont être sélectionnés en 4e, 5e ou 7e ronde qui vont faire de très bons joueurs de hockey. Puis, l'inverse va également se produire. Mais tous ces éléments-là vont faire partie de l'ensemble des conséquences que la pandémie va nous avoir amenées. Y a-t-il un moment où vous vous êtes dit on a failli tirer la plug? Pas failli tirer la plug, mais où on est arrivé, puis le risque qu'on a pris quand on a fait un environnement protégé à Québec, on savait que si on n'avait pas un résultat positif et favorable aux yeux de la santé publique, c'était terminé. Là. Dans le contexte où on était, avec chaque région qui devenait en zone rouge, puis qu'on était, c'était extrêmement difficile. C'était impossible de penser de pouvoir voyager comme on l'avait prévu en début d'année. On savait à l'interne que si l'événement de Québec au mois de novembre n'était pas, on ne sortait pas de là avec un résultat positif, qu'on aurait eu certainement à dire OK, la saison est terminée. Parce qu'il y a eu des moments difficiles. Le Sherbrooke en début de saison, Gatineau en fin de saison. Je pense que c'était peut-être le pire cas. Gatineau à la fin de l'année, là, ça a été un peu l'épisode des Canucks de Vancouver de la LHJMQ. Mais je pense que notre première étape, là, notre premier vrai test, on l'a eu avec l'Armada et Sherbrooke. Ouais. Les matchs de saison, boum, on est arrivé avec une explosion dans les deux équipes. C'est là que le protocole de retour au jeu, des mesures sanitaires et médicales sur lequel Martin Lavallée a travaillé très fort, a été bénéfique. Là. On est arrivé, on était très solide, on connaissait ce qu'on devait faire. On a fait des zooms avec les joueurs, avec
les familles de pension, avec les parents pour les rassurer. Puis à partir de là, ça a bien été. Le deuxième cas était Drummondville. On a vécu avec eux autres. Après ça, bien, là, on est arrivé avec l'environnement protégé puis ces choses-là. Fait que, il y a eu Victoriaville aussi qui a été bloqué 14 jours de temps dans des chambres d'hôtel à Chicoutimi. Ça, c'était pas facile non plus. Là. mais on suivait le protocole. Fait que, à partir de là, je pense que la santé publique avait bien accepté ça, puis voyait qu'on suivait le protocole qui était en place. Ça a coûté des gros sous à Victoriaville de garder les joueurs pendant 2 semaines à l'hôtel. Puis, c'est une autre preuve. Là. Quand j'ai vu les Tigres remporter la victoire contre l'Armada, je dis c'est un baume là, pour ces joueurs-là, pour ce qu'ils ont eu à passer au travers. On a eu dans notre division des Maritimes, Nouveau-Brunswick, les 3 équipes ont été pendant 2 mois de temps sans jouer au hockey. Non plus, c'était pas évident, c'était pas facile. Là. Fait que c'est des facteurs qui ont été à prendre en considération toute la saison, puis on a travaillé avec ça. On commence ce soir les demi-finales 3 de 5. On va avoir une finale 4 de 7, j'imagine. C'est le vœu qu'on veut. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'il faudra mettre un astérisque à côté des records de cette saison-ci, à côté des éventuels champions pour dire que ça n'a pas été une saison comme les autres? Tu sais, je regardais les performances Colton Ellis dans les Maritimes. Tu sais, il a battu le record, mais il a juste joué contre Halifax, Cap-Breton. Qu'est-ce que tu penses de ça? En tant qu'ancien statisticien. C'est certain que dans le contexte qu'on a, c'est sûr qu'on va devoir mettre un astérix à côté de ces records-là pour les expliquer. Quand on va les regarder dans 5 ans, 10 ans, 20 ans d'ici, que les gens sachent comment c'est arrivé que, exemple, Colton Ellis a battu le record de Nicolas Riopel. Comment c'est arrivé qu'on a eu un champion du calendrier régulier avec la division des Maritimes, puis avec les Foreurs de Val-d'Or, puis tous ces éléments-là. C'est sûr qu'on va devoir l'expliquer, mais je ne pense pas que ça enlève la réussite que le joueur a obtenue à cet effet-là. La Coupe du Président, on veut toujours la donner d'ici quoi, le 10 juin dans ce coin-là? Là? Le 10 juin, qui est la date limite où on a prévu. Là, on a fait plusieurs ajustements là, dans le moment avec d'avoir clarifié le format des séries éliminatoires et des séries 3 de 5, puis par la suite, la finale 4 de 7. Ça va nous amener, si on a un match numéro 7 au 10 juin. La suite après, on a la séance de repêchage, puis là, il faut préparer la prochaine saison. On s'enligne vers quoi? On va commencer quand? Est-ce que tu as l'impression que ça va être normal? Je mets le mot normal entre guillemets. Là. Pour le moment, là, Raymond Bolduc travaille sur un calendrier de 68 matchs, comme on l'a connu en 2019-2020. Même façon, même calendrier qu'on a connu en 2019-2020. Il y a des raisons qui expliquent ça. Les gens peuvent dire pourquoi que tout de suite on reprend avec un calendrier régulier en 2019-2020 identique à celui de 2019-2020. Ce que la division des Maritimes a passé au travers cette année, là, c'est pas été facile. Quand on considère que Cap-Breton a joué 18 fois contre Charlottetown, 18 fois contre Halifax, puis que 2 mois sans jouer pour les équipes du Nouveau-Brunswick, il n'y a pas eu d'interaction entre ces deux provinces-là, si on peut s'exprimer ainsi. Ça, c'est un facteur qui est important. Puis là, au niveau des commanditaires, au niveau des spectateurs, à ce niveau-là, c'est la raison pour laquelle on revient avec un calendrier régulier, là, juste pour qu'on puisse tout de suite ramener les gens dans le beat comme tel, pour pas qu'on arrive, parce qu'au niveau de la division des Maritimes, il y avait une possibilité de spectateurs. Le seul endroit où ça n'a pas changé, c'est toujours demeuré à 25 %, c'est au Nouveau-Brunswick. En Nouvelle-Écosse, puis l'île du Prince-Édouard, on a eu des matchs qui se sont joués à 25 %, à 10 %, à 0 % de spectateurs. On avait même eu à négocier parce qu'à un moment donné, la Nouvelle-Écosse puis l'île du Prince-Édouard nous donnaient le droit de jouer un match avec un maximum de 50 personnes, incluant les 2 équipes, les officiels mineurs et les officiels. On ne pouvait pas faire ça. On l'a fait à calcul, ça nous prenait 60 personnes pour qu'on puisse jouer le match avec notre personnel complet. On a eu à négocier à cet effet-là. Mais pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça qu'on revient avec un calendrier régulier comme on l'a connu en 2019-2020. Je ne sais pas si tu es dans le secret des dieux versus, parce que vous avez beaucoup de conversations avec la santé publique, mais as-tu l'impression qu'exemple, au début d'octobre, il va être possible d'avoir 3000 personnes dans les estrades à Chicoutimi ou 2500 à Sherbrooke ou dans les Maritimes? On n'a aucune garantie à cet effet-là. Comme tu le dis, Martin Lavallée et moi, on parle régulièrement avec les 4 santé publiques avec qui on fait affaire. Malheureusement,
C'est un peu, au moment où on se parle, on est un peu à l'image de ce qu'on a vécu toute l'année. Puis moi, je dis qu'on a eu à gérer la Ligue sur une base quotidienne. On ne peut même pas la gérer sur une base hebdomadaire. On la gérait sur une base quotidienne pour déterminer ce qui arrivait avec notre calendrier de semaine, puis comment est-ce que c'était pour fonctionner. Souvenons-nous, juste en séries éliminatoires, on devait aller faire un environnement protégé à Val-d'Or. Le vendredi à 5h30, on reçoit un téléphone de la santé publique. Vous ne pouvez plus aller en Abitibi. Il a fallu tourner de bord pour trouver un endroit avec des hôtels et tout ça. C'est là qu'on est allé à Drummond et à Victoriaville. Mais c'est comme ça qu'on a eu à gérer notre saison toute l'année. Fait qu'on n'a pas d'indication de quelque nature que ce soit pour nous dire à quel moment on va pouvoir mettre des spectateurs et surtout quel va être le pourcentage permis. C'est pour ça qu'on se donne du temps en débutant la saison le 1er octobre en espérant qu'on va avoir retrouvé une certaine normalité à ce moment-là. Ça, c'était la question que je m'en allais avec toi, Gilles. On va repousser le début de la saison. On sait que dans l'Ouest puis en Ontario, ça les dérange moins, mais au Québec, ça a toujours été un problème en raison des fameuses listes au cégep où il faut que l'équipe soit complétée habituellement vers le 25-26 août. Puis là, tu passes 4-5 semaines à jouer des matchs hors concours sans signification. Pourquoi là, on s'en va là? Est-ce que c'est permanent ou c'est juste pour l'an prochain? Non. Dans le moment, on va travailler sur quelque chose pour l'an prochain, au niveau du début de saison du 9 octobre, pour des raisons que j'ai évoquées plus tôt. Puis là, dans le moment, les gens à l'interne travaillent sur un projet avec le niveau hockey, le niveau scolaire et le niveau administratif pour me revenir avec une proposition qu'on va soumettre, quand on sera entendu à l'interne, qu'on va soumettre après ça à nos équipes, aux propriétaires, pour leur partager comment on a l'intention de fonctionner pour cette période-là. Mettons exemple du mois d'août, aller au mois d'octobre, considérant les joueurs au cégep. Dans le meilleur des mondes, on commence le 9 octobre, on finit au début avril, les séries éliminatoires avril-mai. Et là, j'ai vu... oui, vas-y. On va commencer le 1er octobre. Le 1er octobre, OK. Puis on va aller jusqu'à début avril. Et là, j'ai vu dans le communiqué de la Ligue d'Ontario la semaine passée, je ne sais pas s'ils ont vendu la mèche un peu en disant ça, mais la Coupe Memorial au début du mois de juin. Alors ça, c'est vrai aussi. Et est-ce que je cherche, c'est en sol et la JMQ l'an prochain? Oui, c'est ça. On a fait une modification justement pour nous donner du temps pour pouvoir jouer notre saison, nos séries éliminatoires. On repousse la Coupe Memorial et ça va être quelque chose qui va être permanent. On va la jouer du 2 au 12 juin, cet événement-là, pour, comme j'ai mentionné tantôt, se donner du temps pour jouer notre saison, nos séries éliminatoires. Et on a un constat aussi qu'on fait, c'est les amphithéâtres dans lesquels nos 18 équipes évoluent. Il y a plusieurs de ces amphithéâtres-là, pas seulement dans la Ligue junior majeure du Québec, mais partout au niveau de la Ligue canadienne, qui sont très occupés. Par différentes activités, des shows ou d'autres réservations qui se met l'équipe dans des situations difficiles. Fait qu'on veut se donner le plus de chances possible de constituer un calendrier qui va avoir le moins d'impact négatif au niveau des matchs locaux pour les équipes. De un. Deuxièmement, on va avoir le temps requis pour jouer les séries éliminatoires. Puis en prolongeant la Coupe Memorial, comme ça va nous donner un peu plus de temps. Et la Coupe Memorial en juin. Puis on s'est basé un peu, en plus de tous les éléments qu'on a pris en considération, là, la disponibilité des arénas, le volet scolaire, constituer le calendrier, on est rendu dans une réalité où est-ce qu'au niveau de la Ligue nationale, là, ils peuvent terminer le série de la Coupe Stanley dans la 3e semaine du mois de juin. Alors, pour nous autres, à ce niveau-là, je pense que dans la condition des amphithéâtres qui peuvent recevoir un événement comme la Coupe Memorial, on parle de glace, d'air conditionné, ces choses-là, c'est des facteurs qu'on a en place qu'on peut tenir un événement comme il se doit. Les 2 dernières Coupe Memorial ont été annulées dans l'Ouest et en Ontario. Ça revient au Québec cette année. En temps normal, on n'a rien de normal. On saurait déjà où a lieu la Coupe Memorial de juin 2022, parce qu'on le sait toujours un an d'avance ou à peu près. Là, on ne le sait pas. Comment vous faites ça, le processus? Est-ce qu'il est déjà enclenché? Sinon, comment est-ce qu'on fait ça? Là, dans le moment, Stéphane, on a travaillé sur le cahier de charge. On a travaillé sur les conditions pour pouvoir recevoir le tournoi de la Coupe Memorial. Lors de notre prochaine réunion des membres en juin, on va soumettre, Dan McKenzie sera présent à cette rencontre-là, on va soumettre les critères exigés pour tenir la Coupe Memorial. On sait tous
que cette année, en 2022, ça va être une Coupe Memorial spéciale. Quand je parle de spécial, c'est que dans le contexte où on est, là, comme tu le dis, si on était dans un temps normal, on saurait où la Coupe Memorial va se tenir en 2022. Là, on ne le sait pas. On va décider ça, exemple, probablement avant le début de la saison. Mais on va partager ces éléments-là. Puis les équipes qui, après avoir reçu les critères d'admissibilité, qui vont manifester un intérêt pour avoir l'événement de la Coupe Memorial, bien là, à ce moment-là, les gens sauront en quoi s'en tenir. Puis le comité de sélection de la Ligue canadienne recevra les mises en candidature puis soumettra sa décision par la suite. Dirais-tu que pour le premier match de la saison ou pour les camps d'entraînement, on va savoir où aura lieu la Coupe Memorial? L'équipe hôtesse va être choisie parce qu'on le sait, il y a toujours des transactions qui se font en préparation de ça. Oui, c'est notre objectif de déterminer la ville hôte de la Coupe Memorial le plus rapidement possible. Alors, à partir de là, dans les échéanciers, puis on était finalisé ça avant de soumettre le tout à nos membres en juin prochain. On était finalisé ces dates-là, puis notre souhait, c'est que ça soit connu avant le début de la saison. Vous allez avoir un nouvel amphithéâtre l'an prochain. J'imagine que ça, c'est quelque chose qui te réjouit. Il y en a tellement peu au Québec dans l'histoire des dernières années. On n'en a pas eu beaucoup là, avec Gatineau qui va ouvrir son nouvel amphithéâtre. Oui, non, effectivement, ça va être une très, très bonne nouvelle pour les Olympiques de Gatineau, pour les amateurs, les commanditaires et pour nous, la Ligue junior majeure du Québec. Autant le Centre Robert-Guertin a été un aréna avec une histoire extraordinaire pour le hockey junior. Je dois vous dire que dans les 3 ou 4 dernières années, à chaque fois qu'on avait l'opportunité de jouer un match, on avait un calendrier au bureau pour mettre un X dessus pour dire OK, il vient d'avoir un match additionnel qui vient de se disputer au Centre Robert-Guertin sans problème. Alors, on était dû. C'est une très bonne nouvelle. Ça va être un très bel amphithéâtre, puis qui va rencontrer les critères de la Ligue, puis également les permettre aux amateurs de se présenter, puis d'assister à du bon hockey, puis d'être dans un aréna de premier plan. Et ça va être un gros plus pour Gatineau et la Ligue. Quels sont les autres gros défis qui vous attendent là, dans les prochains mois? Mis à part tout le travail qu'il va y avoir à faire pour le dossier de reprendre notre saison, de quelle façon ça va se dérouler, puis comment nos spectateurs et les commanditaires vont répondre à la demande. Je pense que dans le moment pour le développement de nos joueurs, on va devoir regarder qu'est-ce qui va pouvoir se faire pour s'assurer qu'on va être en mesure de procéder convenablement pour les années à venir. Tu sais, on s'entend là, au niveau des 3 commissaires et du président de la Ligue canadienne que les 2 prochaines années vont être des années quand même assez importantes là, pour remettre nos ligues sur rail puis de fonctionner comme on pouvait le faire en 2019-2020 dans un premier temps. Deuxièmement, on a également là, notre dossier avec la Ligue nationale, de notre entente avec la Ligue nationale, c'est un facteur qui va être très important pour nous autres également. C'est notre dossier prioritaire là, dans notre liste de choses à faire. C'est l'entente avec la Ligue nationale est notre dossier prioritaire, en plus de nos opérations de Ligue normale. Parce que le fait qu'il y a des joueurs juniors qui ont joué dans la Ligue américaine cette année, là, ça a ouvert une porte là, que peut-être pourrait être difficile pour vous autres là, après. Là. Ça a ouvert une très grande porte. Puis le point, justement, puis c'était ça qu'on était en rencontre ce matin, les 3 commissaires, là, c'est on va faire sortir les chiffres de combien de joueurs de 18 ans qui ont évolué dans la Ligue américaine cette année, combien de joueurs de 19 ans. Je pense que majoritairement, là, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs joueurs de 18 ans qui ont évolué dans la Ligue américaine cette année. Mais il reste que notre point à nous, c'est que je ne pense pas que personne ait une volonté, de perdre des joueurs de 19 ans. 2, que par cette conséquence-là, qu'on s'en aille avec soit plus de joueurs de 16 ans ou d'augmenter le nombre de joueurs de 20 ans. Et je pense que si on veut continuer à être la Ligue de développement numéro 1 de la Ligue nationale, il faut continuer à faire valoir notre point, faire réaliser l'importance des joueurs de 19 ans, puis on verra en bout de ligne quelle va être la décision finale de la Ligue nationale à cet effet-là.
Merci, Gilles. Bonne fin de séries éliminatoires. Bonne Coupe du Président, en espérant qu'on puisse au moins être sur la glace, peut-être quand la Coupe du Président va se remettre, pour peut-être faire quelques entrevues de loin, comme jadis. On a l'impression que ça fait 100 ans qu'on a fait ça. Là. Alors, on se le souhaite tous. Là. Merci, Stéphane, et félicitations pour ton centième Merci. émission. Merci. C'est un petit projet qu'on a parti il y a 4 ans, puis on s'amuse avec ça. Merci beaucoup, Gilles. Salut. Bonne journée. Voilà donc le commissaire Gilles Courteau. On est revenu sur plein de sujets qui ont marqué les derniers mois. J'ai bien aimé apprendre que la Coupe Memorial va être repoussée en juin. Ça va se tenir à la fin en même temps du championnat du monde senior. Donc, la Coupe Memorial aura peut-être plus d'attention au niveau médiatique. On sait qu'habituellement, on est en demi-finale, finale de la Coupe Stanley, rendu en début juin. Comme M. Courteau le mentionnait, la Coupe Stanley, des fois, ça va jusqu'à la 3e de juin. La Coupe Memorial, donc, va devenir un événement de début de juin. Le calendrier régulier de la LHJMQ, le 1er octobre, on a une date, on a un objectif sur lequel on peut, comme on dit, focusser. Là. Il y a 4 mois et demi là, pour préparer la prochaine saison et ce ne sera pas facile pour les équipes. Aller rechercher les clients, les abonnés, les commanditaires et tout ça, les lendemains de la COVID ne seront pas évidents. Je pense que pour l'an prochain, tout le monde sera là. C'est à souhaiter que la pérennité des équipes soit assurée. Le commissaire l'a mentionné, là, il n'y a pas de cachette là-dedans. Il y a des pertes financières qui ont été engendrées là, au cours de la dernière année et demie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, j'espère que cette entrevue vous a appris de bonnes choses aussi. La Coupe du Président de cette année devrait être remise au plus tard là, vers le 10 juin si jamais la finale va en 7 matchs. Et oui, ce sera un 4 de 7 après 3 étapes, 3 de 5. Là, on aura notre traditionnelle série 4 de 7 pour la grande finale de la Ligue de hockey junior major du Québec. Parmi les autres nouvelles qui ont retenu l'attention au cours de la dernière semaine, il y a la formation de la ECHL de Trois-Rivières là, qui a annoncé son calendrier qui va commencer le jeudi 21 octobre, un calendrier de 72 matchs qui va s'étendre jusqu'au 16 avril 2022. On ne connaît pas toujours le nom de l'équipe ni l'entraîneur-chef de cette formation. Il n'y a pas d'urgence encore à ce niveau-là, mais ça prend forme quand même, cette autre équipe professionnelle en sol québécois qui va commencer son histoire à Trois-Rivières au cours de la prochaine année, si évidemment tout se passe bien et on se le souhaite. Vous savez, à chaque semaine, lorsque le temps le permet, puis là, je vais faire rapidement, on parle beaucoup d'éphémérides. Ça fait 25 ans cette semaine, mercredi, le 19 mai, que le Québec rapatriait la Coupe Memorial grâce aux Prédateurs de Grand Bay. Alors, je pense que c'est de mise là, de souligner ce 25e anniversaire cette semaine avec la conquête des Prédateurs. Je sais que dans le quotidien de Grand Bay, La Voix de l'Est, on en a parlé aussi. On est revenu avec des entrevues là, au cours du week-end sur cette conquête qui, qu'on le veuille ou non, a changé l'histoire du hockey junior au Québec. Là, après une dizaine de 25 ans, vous savez, on est 50 ans plus tard, là, Guy Lafleur. Guy Lafleur et les Remparts avaient gagné en 71. On se retrouve en 2021. Et pendant les 25 premières années de ce dernier 50 ans, si on veut, la LHJMQ était malheureusement trop souvent la risée de la Ligue canadienne de hockey en n'étant pas capable de gagner avec une équipe en sol québécois. Oui, les Royals de Cornwall l'avaient emporté en 72, 80, 81, mais c'était une équipe formée de joueurs de la Ligue de l'Ontario. De joueurs originaires de l'Ontario. Et ce sont les Prédateurs de Grand Bay, Michel Therrien, l'entraîneur-chef, les frères Morissette comme propriétaires, qui ont changé la donne en 96. Et depuis ce temps-là, il n'y en a plus de complexe. Depuis les 25 dernières années, le Québec a gagné sa part de Coupe Memorial au même titre que l'Ontario et l'Ouest. Et quand le tournoi de la Coupe Memorial arrive, on parle de forces égales. N'importe qui peut gagner année après année. Alors, 25 ans cette semaine, mercredi, le 19 mai, on va célébrer donc cette conquête qui, pour moi, demeure avec ma participation aux Jeux olympiques de Vancouver et quelques championnats du monde, là, demeure un des moments que je me souviens toujours. Dans mon bureau ici, j'ai toujours une lithographie là, qui souligne cette conquête-là parce que pour moi, ça a été un événement important et je veux absolument qu'on s'en souvienne et on va le rappeler cette semaine dans nos interventions là, au 5 à 7 à Hockey 360. Je vous laisse en vous disant que ce soir, RDS sera là au Centre Bell pour le match le dernier de la saison du Rocket contre les Marlies de Toronto avec Carey Price et Brandon Gallagher en uniforme. Ça fait 100 fois qu'on fait sur la glace et il y a une petite équipe derrière tout ça. Luc Dansereau, notamment à la coordination, qui est toujours présent, avec lequel j'échange des courriels durant la semaine. Christian Daou à la recherche, qui souvent est celui qui va
faire, comme on dit, le booking des entrevues avec nos différents intervenants. C'est pas toujours facile de coordonner tout ça. Il y a plusieurs techniciens qui se succèdent semaine en semaine. C'est pas toujours les mêmes. Félix Payet, qui est là aujourd'hui, que je salue, qui fait le travail au niveau technique. C'est pas une grosse équipe, mais on a du plaisir. Et j'espère qu'à l'automne prochain, probablement au début du mois d'octobre, là, M. Courteau a parlé du 1er octobre pour le début de la saison junior. Alors, pourquoi pas se fixer un rendez-vous là, quelque part vers le 4 octobre pour la prochaine production du balado sur la glace. C'est de la balado-diffusion sur la glace. On est rendu à 100. On espère évidemment continuer. Merci à tous. Merci pour la saison. Merci pour cette semaine. Mes invités, Gilles Courteau, Joël Bouchard. Et je vous donne rendez-vous pour la saison 2021-2022 pour cette balado-diffusion. Merci à tous. Salut.